Merci François-Xavier de me laisser la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Jessie Fourchet, je représente le cabinet Tilda Conseil. Et j'ai donc mené à bien cette mission qui m'a été confiée donc, sur l'année 2020 par le CET et qui est relative au plan de progrès sécurisation de la filière, avec concrètement l'élaboration d'un guide de bonne pratique et des fiches d'aide à la décision en cas de situation incidentelle. Donc là, on va discuter là pendant un quart d'heure en fait de clairement, concrètement, l'exploitation des sites. Comment est-ce qu'on peut faire en fait pour l'améliorer et notamment pour maîtriser les risques qui sont présents et éviter toutes les situations à risque, notamment l'incendie. Et pour ça, on va partir du constat. Le constat, en fait, il a été effectué et posé clairement par l'assureur Groupama en décembre 2019. Et il est suivant. En fait, Groupama a clairement mis en exergue en fait, l'augmentation de la sinistralité sur les sites avec plusieurs risques. Alors, un risque vis-à-vis du matériel, des équipements, des installations industrielles. Un risque industriel également vis-à-vis de la perte d'exploitation possible en cas d'arrêt prolongé des installations et potentiellement également un risque corporel. Partant de ce constat, Groupama a indiqué en fait au CET le besoin de travailler sur l'amélioration de la maîtrise des risques en s'appuyant sur le retour d'expérience de la filière et sur les règles applicables, notamment la réglementation, mais également les contrats d'assurance. Alors concrètement, ce que l'assureur Groupama a fixé comme objectif, c'est de créer un guide de bonne pratique qui s'appuie donc sur ce retour d'expérience et sur ces règles applicables, et également créer des fiches d'aide à la décision pour pouvoir améliorer la manière dont les sites gèrent les situations d'urgence. Donc pour répondre à ces objectifs, le CET a décidé de créer un groupe de travail pour pouvoir encadrer cette mission, à la fin de rédiger un guide de bonne pratique et des fiches d'aide à la décision. Alors, je voudrais d'abord dire qu'il y a eu une forte mobilisation de la filière. Quand je parle du groupe de travail, ce n'est pas uniquement les 10 personnes qui ont été mobilisées dans le cadre de ce groupe de travail que je vais vous présenter après, mais c'est vraiment un travail collectif de toute la filière et je pense que c'est vraiment important de le signaler. Cette mission, en fait, elle s'est déroulée d'avril à décembre 2020, donc une mission relativement longue, mais pour un travail conséquent, donc ça le nécessitait. Donc, 10 personnes ont été mobilisées, ça représente à peu près une dizaine de réunions d'échange au cours de ces 9 mois, avec 2 représentants des assureurs et courtiers, donc Groupama et BC Agro, qui ont été un peu on va dire les experts et les sachants en matière de prévention de la sécurité sur les sites. C'est notamment 2 personnes qui connaissent très bien les installations, 6 représentants de la filière et 2 représentants du cabinet Tilda Conseil, dont moi-même. Ensuite, il y a 12 personnes qui ont été mobilisées parce que en fait, cette mission a nécessité de la part du cabinet Tilda Conseil de prendre vraiment connaissance du fonctionnement des sites. Donc ça a nécessité de faire des visites sur site. Et puis ensuite, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a eu vraiment une forte mobilisation de toute la filière, c'est que tous les adhérents ont fini par participer parce qu'à la suite des visites, on a élaboré un questionnaire qui a été renseigné par les adhérents pour pouvoir réaliser un benchmark plus complet dans l'objectif de rassembler en fait toutes les bonnes pratiques qui sont réalisées sur les sites. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bonnes pratiques? C'est à la fois tous les matériels de sécurité en fait qui permettent aujourd'hui de maîtriser les risques sur les sites, mais également tout ce qui est savoir-faire, ce qui est écrit, mais aussi ce qui n'est pas écrit. Alors maintenant, je vais vous présenter en fait quelques éléments précis du guide. Je ne vais pas vous présenter le guide dans sa totalité, ce sera un peu trop long en un quart d'heure. Mais voilà la première page telle que vous la voyez ici. Alors c'est un travail conséquent, comme je vous le disais, qui a permis de rassembler les bonnes pratiques de la filière. C'est un guide qui représente à peu près 130 pages et qui est réparti, on va dire, en 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est tous les aspects transversaux, alors qui ne sont pas forcément spécifiques à la filière, mais on va dire qui pourraient s'appliquer quasiment à tout type d'industrie. Alors, on retrouve du management du risque, la gestion de la sécurité, les aspects formation du personnel et installation électrique. Il y a eu un gros travail qui a été effectué sur toute la partie maîtrise des risques dans les installations électriques. Et vraiment, sur ces aspects-là, les experts en assurance et courtiers en assurance ont été d'une très forte plus-value pour pouvoir apporter justement leurs connaissances sur ces sujets. Donc ça, c'était le premier grand chapitre.
Le deuxième grand chapitre, ce sont tous les thèmes qui sont vraiment spécifiques à la filière de déshydratation. Donc là, on va retrouver une partie installation de déshydratation, une partie installation de production de balles, pour ceux qui en produisent, et tout un grand chapitre sur la partie stockage, les généralités du stockage, et ensuite le stockage de granulés de luzerne à fond plat ou en cellule verticale ou stockage de balles. Et enfin, pour terminer ce guide, des annexes. Alors, ça représente à peu près la moitié du guide, et c'est en fait une compilation d'exemples de procédures que l'on a rassemblées au cours de la mission, de savoir-faire qui sont mis en œuvre sur les sites. Et ça, concrètement, en fait, chaque site peut ensuite aller se reporter en fait à ces annexes pour pouvoir parfaire tout son système qualité, pour pouvoir améliorer sa maîtrise des risques. Alors, le guide, il se veut concret. Il permet notamment, alors c'est juste un exemple, quelques exemples de questions, mais il permet notamment de répondre aux questions suivantes. Comment bien concevoir et entretenir les installations électriques? Quels sont les matériels qui sont indispensables à la maîtrise des risques? On va en voir quelques exemples après. Quelles sont les règles d'exploitation des installations? Et comment traite-t-on certaines problématiques spécifiques aux déshydratations, notamment le risque d'incendie dans les équipements de l'usine et dans les parties stockage? Alors là, je vais vous fournir en fait, dans le cadre des installations de déshydratation, quelques exemples précis de bonnes pratiques qu'on a pu relever. J'en ai choisi un, c'est la détection d'étincelles, parce que c'est un sujet qui est revenu de manière quand même assez fréquente. Et on se rend compte que finalement, par rapport au fonctionnement en fait, de l'installation de déshydratation, au process même, l'importance de détecter au plus tôt les étincelles, c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc, ce qui a été mis en évidence, c'est la nécessité de mettre en œuvre de la détection d'étincelles, mais pas n'importe comment et en particulier pas n'importe où. Il est vraiment important de pouvoir implanter ces détecteurs d'étincelles à des endroits judicieusement positionnés. Et quand on dit ça, ce n'est pas uniquement d'avoir des détecteurs d'étincelles qui sont positionnés là où le fabricant ou l'installateur vous dit de les installer. Non, là, il faut vraiment en fait bénéficier du retour d'expérience de la filière, de ceux qui aujourd'hui ont installé des détecteurs d'étincelles, parce qu'il y a vraiment une spécificité qui est liée aux installations de déshydratation et au passage en fait du produit dans tous les équipements de la ligne de process. On a également mis en évidence l'intérêt des asservissements. Injection d'eau automatique asservie donc à ces détecteurs d'étincelles sur toute la partie en fait qui est en amont des refroidisseurs et puis sur toute la partie qui est en aval. Et bien là, les détecteurs d'étincelles sont asservis par exemple à la coupure de l'alimentation en produit. Le guide il a permis sur ce sujet précis de pouvoir établir une liste de types de technologies qu'on peut trouver sur le marché avec des liens vers YouTube pour des éléments de démonstration, etc. Enfin voilà des choses encore très très concrètes. Et un dernier élément qu'on a mis en évidence sur cette partie détection d'étincelles, c'est le fait de maintenir en l'état les détecteurs et les asservissements. Alors ça, c'est vraiment indispensable. Ce n'est pas parce qu'il y a un détecteur d'étincelles qui a été installé qu'ensuite, il ne faut plus rien en faire. Il y a un risque d'encrassement qui est relativement important avec la présence d'humidité, avec la présence de poussière. Voilà. Donc, on a vraiment mis aussi en évidence à la fois l'aspect matériel de sécurité, mais à la fois l'aspect maintenance préventive lié à ces matériels. Un autre exemple précis que je voulais vous présenter, c'est que de manière systématique pour on va dire les trois grands types d'installations qu'on trouve sur les sites, c'est-à-dire installation de déshydratation, production de balles et les stockages, on a représenté donc un tableau de ce type qui liste en fait tous les matériels de sécurité qu'on a pu recenser sur les sites, avec trois grandes catégories. Donc là, je vous en présente que deux, détection, prévention et la partie protection. En fait, on va dire c'est un catalogue. Je préfère le dire comme ça parce que sinon, on pourrait croire qu'il faudrait installer sur chaque ligne de déshydratation l'ensemble des matériels de sécurité qui sont listés ici, mais ce n'est pas le cas. Donc, en ligne, vous retrouvez tous les types de matériel qu'on a pu recenser sur l'ensemble des sites qu'on a interrogés. Et en colonne, les équipements. Donc, vous voyez le foyer, le tambour, le ventilateur, le cyclone, le broyeur, etc. Et donc, ça se lit de la manière suivante. Donc là, je prends l'exemple du refroidisseur de granulés. On a pu voir, donc, en visitant les sites et en réalisant le benchmark par le questionnaire, qu'on peut trouver une sonde de température qui a un mode d'asservissement particulier sur le refroidisseur de granulés. On peut trouver aussi une sonde d'humidité et des détecteurs d'étincelles à la fois en entrée et en sortie. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des choses très, très concrètes.
Et puis pour finir sur cette partie guide de bonne pratique, je voulais vous présenter rapidement la synthèse qu'on a pu formuler sur la partie stockage de manière générale. On a rappelé en fait dans ce guide l'importance de réaliser un bon refroidissement efficace dans la partie process. Également de réaliser en phase de process, donc à la fin de la production, un tamisage qui soit efficace également pour pouvoir faire diminuer le taux de fine au plus bas possible, et également de surveiller les paramètres température et humidité, toujours en phase de process. Ensuite, une fois qu'on passe en phase de stockage, donc on rappelle l'importance des dispositions constructives en matière de stockage, réduction de la quantité stockée par conception, et également, bien sûr, toujours de surveiller le produit une fois qu'il est stocké, en réalisant des rondes, en étant attentif aux odeurs, à la fumée, à la thermométrie, en maîtrisant l'apport d'une source d'émission, donc notamment le passage des engins de manutention, ne pas fumer, bien sûr, dans les stockages. Voilà, c'est ça qu'on appelle la source d'émission, c'est ne pas apporter d'étincelles en fait dans l'installation pour éviter l'inflammation du produit. Donc, on veille à l'inflammation du produit et également à l'auto-échauffement du produit. Et toujours, ben là, c'est pour la partie plutôt cellule verticale. À chaque fois qu'on fait en fait du transilage de cellules verticales, on tamise le produit pour abaisser de nouveau le taux de fil. Voilà. Donc, on maîtrise vraiment les paramètres qui sont liés au stockage pour pouvoir maîtriser le risque d'incendie. Donc voilà, j'en ai terminé avec la partie présentation du guide. Maintenant, je vais vous présenter le travail qui a été effectué sur les fiches d'aide à la décision. Donc, il y avait un certain nombre de situations incidentelles qui avaient été relevées par l'assureur Groupama. On est allé un petit peu plus loin. Ça, c'est le groupe de travail, hein, en fait, qui a permis de le faire. Donc, on a identifié 11 situations incidentelles. Le feu de tambour, le feu de cyclone principal, le bourrage de cyclone principal, le feu de refroidisseur, et là, on a distingué la partie granulée de la partie balle. Le feu dans la salle électrique, ce sont des choses qui arrivent et qui sont déjà arrivées dans la filière. La coupure électrique longue en pleine charge, le feu de filtre, le feu de stockage de granulés en vrac ou en cellule verticale et le feu de stockage de balles. Donc, il y a 11 fiches d'aide à la décision qui ont été rédigées par le groupe de travail. Alors, l'objectif, c'était d'obtenir des fiches d'aide qui soient vraiment opérationnelles, qui respectent la réalité du terrain et validées sur la base d'un regard croisé entre adhérents. Donc là, en fait, le travail a été fait un petit peu différemment de ce qui avait été fait précédemment. Il y a eu 10 groupes de travail qui se sont penchés sur ces fiches. Donc, il y a un groupe qui, en fait, s'est penché sur les 2 fiches refroidisseurs. Tous les adhérents ont participé. Ça a mobilisé 20 personnes sur un temps relativement restreint pour pouvoir faire tenir la mission dans le délai qui était imparti. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pendant 3 semaines au mois de décembre pour pouvoir finaliser ces fiches. Et dans un souci de cohérence et d'harmonisation, le pilotage de l'ensemble des groupes a été effectué par moi-même. Donc, il y a vraiment eu une rédaction des fiches en fait en amont basée sur l'expérience qui a été récupérée lors des visites de site et du benchmark, puis cette relecture en groupe. Donc là, je vais vous présenter un exemple de fiche, la fiche feu de refroidisseur. Alors, je ne vais pas tout vous présenter dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la structure. En fait, de manière systématique, on rappelle comment le constat est fait du risque d'incendie. Et ensuite, par grande famille, il y a toujours le même code couleur qui permet d'identifier la grande étape à laquelle on s'attache et des différents types de conduites à tenir. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses très précises. Arrêter le ventilateur du refroidisseur, arrêter l'amont du refroidisseur, vidanger le refroidisseur, etc. C'est vraiment une liste d'actions types qu'il faut réaliser pour pouvoir mettre en sécurité. Alors, généralement, la première phase, c'est mettre en sécurité les installations. Donc là, il y a la mise en sécurité du refroidisseur. Ensuite, la mise en sécurité du foyer et du tambour. Alors, vous voyez, ce sont des fiches qui sont adaptées en fonction des sites, mais on s'est évertué en fait à lister toutes les actions qui étaient possibles. Là, vous voyez un exemple typique en fait. Ventilation principale avec variateur de vitesse, avec guillotine ou sans guillotine, voilà. Donc ensuite, chaque site va devoir récupérer ces fiches, elles auront déjà été transmises, et les adapter vraiment en fonction des différents types de matériel qu'ils ont sur leurs installations. En rouge, de manière systématique, tout ce qui concerne la lutte contre le feu. En bleu, la résolution de la cause du feu. Voilà, c'est toujours les codes couleurs sont les mêmes pour que les gens puissent aisément lire les fiches et se les approprier facilement.
Et ensuite, la fin de la fiche qui est signalée de manière systématique en bas de chaque fiche. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter en matière d'amélioration de la maîtrise des risques. Donc, vous voyez que ça va plus loin que la maîtrise des risques, en fait, parce qu'il y a vraiment aussi la notion de partage, d'harmonisation des pratiques et de cohérence. Donc, aujourd'hui, le guide de bonne pratique, il est disponible. Il est à la disposition des adhérents de la filière. Ce qui nous reste à faire, en fait, c'est la présentation sur une journée d'échange à la fois du guide et des fiches au personnel en charge du management sur les sites, pour qu'on puisse vraiment là rentrer dans le détail sur une journée complète du travail qui a été fait. Donc, comme je vous le disais juste avant, chaque site doit adapter les fiches d'aide à la décision en fonction de chaque configuration d'installation. Il appartient également à chaque site de former les équipes opérationnelles à ces fiches pour qu'ils puissent se les approprier. Et puis, il y a un autre point en fait, qui a été important, qui a été signalé lors de ce travail, c'est qu'on a identifié qu'il y avait un besoin de partage au sein du CET en cas d'accident sur un site, pour que toute la filière puisse bénéficier du retour d'expérience suite à une situation incidentelle. Voilà, donc cette mission 2020, c'est vraiment été une étape majeure qui avait pour objectif donc, de répondre à l'objectif qui avait été fixé par Groupama et qui, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de vraiment très concret. Mais par contre, voilà, ça ne doit pas s'arrêter là. L'application concrète constitue un gage de réussite de cette démarche pour pouvoir atteindre l'objectif plus global de maîtrise des risques. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, s'il y a des questions. Merci. Je retiens 130 pages de guide, 11 fiches. Évidemment, le contexte Covid ne nous invite pas à partager, à former nos équipes qui sont le produit fini de cette démarche. Je note un point fort que vous avez souligné et qu'on ne met pas suffisamment en avant, c'est l'engagement, la réactivité et l'unicité de notre filière sur ces dossiers. Vous avez souligné que tout le monde a participé et c'est vraiment spécifique. Alors, il y a une question, Nathalie Scorza, qui est directrice qualité du groupe Desialis, et donc qui pose la question, quand est-ce qu'on pourra se procurer ce guide? Si oui, comment? Donc, la question de Nathalie, est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? Alors, le guide, s'il n'a pas encore été diffusé, le sera bientôt. En fait, on avait un dernier petit travail, petit détail à régler, parce que tout récemment, il y a un travail qui a été fait justement dans le cadre du CET-LRD, sur la combustion, l'impact en fait de la combustion des balles. C'est un travail qui avait été fait confié à l'INERIS en fait il y a quelques années, mais qui a été revu justement par rapport aux nouvelles balles qui sont disponibles sur les sites et qui sont plus spécifiques qu'elles ne l'étaient avant. Et on a intégré en fait les résultats de ces essais dans le guide. Ce qui a un petit peu retardé sa finalisation. Mais là, il est tout prêt, il est prêt à être envoyé. Donc, s'il ne l'a pas encore été, ça sera le cas dans les prochains jours.